dont les trois composantes qu'on connaît, le pouvoir politique, le territoire et la population au sens, disons, anthropologique. On peut dire que autant cette organisation prend cette forme, je dirais légale, rationnelle, institutionnalisée, avec la production d'un droit, dont les archives sont l'objet aussi. Plus on a évidemment cette démarche dont vous avez parlé. Je vous donne un exemple concernant les États-Unis. Ce n'est pas par hasard que c'est la période de Lincoln où on a connu ça, parce qu'il y a eu la guerre, la crise de la guerre de sécession. Il fallait réorganiser l'État américain, la fédération qui était secouée. Il fallait véritablement réorganiser. Et donc, moi, là où je dirais, il y avait de la démocratie dans l'esprit des pères fondateurs, beaucoup plus que par la suite. Donc, moi, je pense que c'est plutôt l'organisation. Voilà la première, c'est au Maroc, l'État, il y avait cette nécessité régalienne chez l'État traditionnel même. La preuve, il y a des archives du Makhzen qui sont confinées quelque part, sachant que la frontière entre le public et le privé dans cette matière est problématique. Nous savons que les rapports de ce qu'on appelle les rapports d'ambassade, l'Amraoui, Safar, etc., étaient confinés dans les bibliothèques personnelles alors qu'ils faisaient partie de l'État, parce que la frontière n'est pas claire. Sous le protectorat, c'est l'IOT qui est organisé, donc il a mis en place la domanialité dont les archives font partie. Le deuxième niveau que vous soulevez avec brio, c'est que les archives diplomatiques vont devenir un enjeu de puissance. Et vous l'avez bien montré dans le rapport, ne serait-ce que dans la période de la Deuxième Guerre mondiale, et ce qui a suivi avant, lorsque véritablement il fallait tirer au clair les rapports des uns et des autres, et je dirais que c'était un problème de défense nationale, beaucoup plus qu'une gestion de simples archives diplomatiques. C'était un enjeu, on va le voir d'ailleurs, on le verra encore avec ce qui s'est passé durant la guerre froide. On n'a pas encore véritablement tiré au clair ces aspects-là. Et troisième, si vous voulez, dans ce cadre-là, il devient une question bilatérale, parfois multilatérale, et nous, Marocains, nous sommes concernés dans la mesure où on est obligé de voir en face ce que les autres disent de nous, les archives des autres disent de nous. Vous l'avez bien montré. Mais à prendre par les pincettes, attention, je vous dis. Et c'est là où, en troisième lieu, je pose la problématique de l'enjeu scientifique, de la recherche historique. À quel niveau peut-on parler d'une recherche scientifique désintéressée, neutre, objective, etc. Est-ce que nous en avons? Il faut produire une université, il faut produire des laboratoires. Ce n'est pas uniquement une question personnelle. Je me souviens, je vais vous citer un exemple. J'étais élève de Guilhem. Vous connaissez, il était déjà vieux lorsqu'il faisait encore sa thèse sur, véritablement, je dirais, la question marocaine avant la Première Guerre mondiale. Donc, il m'a dit, moi je suis fatigué déjà, je n'ai pas terminé ma thèse, je suis fatigué, parce que véritablement il voulait faire de l'histoire à partir des archives diplomatiques, et non pas de l'histoire un peu qu'on raconte, des raconteurs d'historiens, d'événementiels. Donc, à mon avis, dans quelle mesure, nous au Maroc, on est conscients que véritablement les archives, c'était d'un apport fondamental, et c'est un élément qui renforce le pouvoir régalien de l'État, d'abord. Sans parler de domaine réservé, etc. D'abord, un État se doit d'avoir sa mémoire. Or, le Maroc, qui a la profondeur historique, vous l'avez dit, il est conscient que véritablement les archives sont un élément fondamental. Pour cela, on a réorganisé les archives, comme vous le savez. Et par conséquent, ces trois étapes, à mon avis, il deviendra de plus en plus un enjeu avec l'informatique, à mon avis. Je vous remercie. Il y a d'autres questions? Est-ce que vous aimeriez savoir sur l'automotive ou sur la Suisse et la Suisse? Il y a des volontaires, parce qu'il y a des questions marocaines. Mais pas sur Canada.
savoir. Professeur, j'ai trois petites questions, s'il vous plaît. Le fait des comptes bancaires confidentiels en Suisse avait-il fait l'objet également de consultations selon l'humeur publique? Première question. Deuxième question, comment et quand on évalue l'humeur publique? Quoi, vous avez dit tout à l'heure, le gouvernement peut être d'accord, le Parlement d'accord, mais l'humeur publique prime. Alors, quand et comment on peut évaluer ça? Et la troisième petite question, y a-t-il une date butoir internationalement reconnue de la documentation qu'on met à la disposition du public? Merci. Donc, je commencerai peut-être par l'intervention. Voilà, parce que les- tu réponds à toutes les questions. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui, oui, oui. Non, il vaut mieux répondre à toutes les questions que de répondre individuellement, parce qu'on va rester là jusqu'à minuit. Oui. 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 Note la première question. C'est à Jésus aussi. Préparez vos questions. N'essayez pas de nous bombarder de questions. Et répondre à toutes les... Allez. Vous savez, Oui. c'est Absel. Oui. M. Mugilé est architecte, oui, et Le- trésorier du centre. Le Maroc a eu un énorme trou de mémoire pendant le tutorat français qui a duré pratiquement un demi-siècle. Je parle de 1906 à 1956. C'est-à-dire tu parles de l'acte d'Algésiras. Absolument, c'est de là qu'a démarré. Bien sûr. On n'avait qu'à lire l'avis Bien sûr. du fameux Ben Rabrit pour connaître l'histoire du Maroc et la faiblesse énorme et le trou de mémoire que nous avons, qui a entraîné donc l'institution du protectorat et le partage du Maroc entre les diverses puissances qui ont plus ou moins interféré dans la gestion. Mais le principal, c'est quand même la France qui était le tuteur, même si l'Espagne occupait une partie de façon absolument symbolique en le nord du Maroc. Mais la France, elle a une responsabilité énorme dans l'histoire du Maroc. Bien sûr. Elle nous a privés de tout renseignement sur nos limites avec l'Algérie qui était occupée colonisée par la France. Elle nous a, jusqu'à aujourd'hui, même l'affaire Ben Barka, elle est dans les archives. Elle ne veut pas bouger, il n'y a rien à faire. Pourquoi? Je voudrais comprendre, au niveau relations internationales, pourquoi de tels phénomènes se passent. Et merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Eh bien, heureusement, les étudiants. La priorité aux étudiants. La priorité aux étudiants. Tout le monde veut vous écouter. Richard, vous avez une question? Alors, il va sans dire que La coordonnatrice. La coordonnatrice numéro 2. Le grand coordonnateur, c'est Abdou qui est là-bas. Hein? J'ai une petite question. Il va sans dire que la documentation diplomatique permet de mieux comprendre les faits et enjalonner les relations internationales. Ceci étant, certains États, enfin du moins les États, choisissent de publier ou non certains documents. Et de ce fait, cette pratique de choisir ou non certains documents peut-être constituer une entrave ou au moins un obstacle à l'évolution de la documentation diplomatique vers une ère de transparence totale. La liberté des États de publier ce qu'ils veulent. Est-ce que ça peut être intéressant? Est-ce qu'il y a d'autres questions? Il y en a. Mademoiselle Halima. Oui, pour moi, je sais que l'État peut faire un droit de réserve pour ne pas publier tous les documents. Mais ne faut-il pas impliquer certains acteurs dans ça? C'est-à-dire que peut-être que les professeurs, notamment,
peuvent avoir droit à ces documents dans la mesure où, par exemple, aux États-Unis, on voit les think tanks, genre les professeurs qui aident le gouvernement à orienter un peu la politique étrangère. Or, ici au Maroc, la politique étrangère est réservée, je dirais, 5-6 personnes. Donc c'est triste de voir un peu que 5-6 personnes dirigent la politique du pays. Donc voilà. Pour moi, c'est... Merci de défendre le professeur. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui va défendre les affaires étrangères? Si vous n'avez pas de questions, le professeur Fleury va répondre. Ça peut venir après. Bien. Il y a plusieurs questions qui mériteraient le développement, le bref développement. Une petite à propos des comptes bancaires, la polémique qui a eu lieu dans les années 90, au siècle passé, c'est ça, vous y allusion. À propos des comptes bancaires. Oui, oui. C'était la polémique qu'on a eue avec les fonds dits en déshérence. Oui, c'est ça. Des juifs disparus, c'est ça, comme vous faites allusion, ou des Marocains qui auraient des comptes en Suisse, ou n'importe qui pas. Vous voyez, il y a différentes choses. Donc, c'est vrai que ça se soulevait une grande polémique à l'époque du fait de la fin de la guerre froide, en réalité. Parce qu'a fait de la guerre froide, c'est qu'il y a eu plus de mouvements libres aussi. Les Israélites d'origine polonaise, etc., qui allaient rentrer dans leur pays, ils avaient des ancêtres, puis ils savaient qu'ils avaient des affaires, alors comment ça s'est réglé? C'est parti de trucs comme ça, d'un accord supposé ou non, et la Suisse avait essayé de régler ces problèmes de comptes bancaires en déshérence, c'est-à-dire de gens qui sont morts, alors était-ce dans les camps nazis, était-ce morts des faux, déplacements, enfin bref, qui étaient, alors il y a des comptes avec 1 ou 2 centimes, puis il y avait des comptes à millions, n'est-ce pas? Il y a de tout. Et alors, comme cette question on appelait ça les comptes juifs, sont venus d'abord de ce phénomène-là. Pologne, un accord qu'on aurait signé. Et en fait, dans les années 50 déjà, 60, le gouvernement suisse a toujours fait pour essayer de clarifier ce problème qui avait été soulevé après la guerre, d'un accord avec les alliés américains, etc., qu'on fera toute la lumière possible sur les ayants droit à ces comptes de propriété. Et le gouvernement suisse a eu par moment aussi, dans ce contexte de guerre froide, pour avoir des rapports normaux avec certains pays de l'Est, et notamment avec la Pologne, elle avait fait un accord pour régulariser, ce qui était totalement contraire à ces pratiques, c'est-à-dire si un particulier a un compte des biens chez nous, il doit être protégé. Mais là, comme l'État exigeait cela, il est clair qu'on devait être, c'était l'objet d'une grande polémique déjà un peu à l'époque aussi, c'est-à-dire on exigeait la protection de ces biens particuliers, sachant que le gouvernement communiste n'allait pas remettre ces biens à ces particuliers. Donc ça, c'était le début d'une bisbille, d'une incompréhension, comment est-ce qu'on a pu faire ça, et là-dessus s'est greffée toute la question, n'est-ce pas, les Américains se sont mis dans le coup, avec le grand lobby, le Congrès mondial, et puis accusant la Suisse d'avoir délibérément caché. Ensuite, des journalistes ont écrit, et d'autres politiciens américains, pour se faire bien voir, ont dit qu'en Suisse, il y avait des milliards de fonds appartenant à des juifs, etc. Il y a eu une pression énorme ensuite sur les grandes banques suisses, UBS, SBS, aux États-Unis, en leur disant si vous ne livrez pas ces comptes, on vous coupe la licence. Enfin, c'était un combat qui a complètement dérapé, de la puissance américaine là derrière. Et en fait, les gens ne comprenaient pas. Et nous, les historiens, on avait publié les choses. Vous avez publié ça? Bien entendu, nous étions au courant de tout ça. Quand ils sont arrivés, moi j'ai été interviewé à X reprises devant des journalistes. Je dis, mais monsieur, regardez ce rapport du Conseil fédéral de 1946, il donne tout le détail, l'or, les fonds, les trucs, tout a été. Les journalistes disaient, mais c'est pas possible, vous avez déjà... Ils voulaient des scoops, et puis en fait, il n'y avait pas de scoop, ils n'avaient qu'à lire les documents, et on a essayé de régler. Alors c'est vrai, même ça, étant donné qu'on touche à une affaire privée, les banques n'ont pas fait de zèle d'aller chercher les ayants droit, puisqu'effectivement, une partie de ces ayants droit n'étaient pas du tout en Suisse, ils étaient... Certains avaient disparu, ou leurs ayants droit étaient partis en Israël, n'importe où,
dans des pays communistes, et il ne fallait surtout pas donner au gouvernement communiste une liste de fonds appartenant à des juifs qui de toute façon ne sont plus dans ce pays, mais qui avaient droit, enfin bref, ça aurait été des spoliés. Donc, ça a duré sur plusieurs reprises ces revenus, en 60, etc. Mais ce sont des documents privés. Alors, non, mais on en parle au niveau officiel, diplomatique, il y a des dispositions, il y a des directives que nous avions publiées, etc. Alors tout ça a complètement dépassé le normal, l'équilibré, puisqu'on parlait de milliards. Moi j'ai été même interpellé à ce moment-là par invité d'ailleurs par le Congrès américain à faire un témoignage, c'était très correct, hein, je veux dire, ils sont extrêmement professionnels, à venir dire un peu ce que je savais en tant que spécialiste, historien, et j'ai dit, vous voyez, parce que l'argument des grands sénateurs qui parlaient beaucoup pour se faire bien voir, notamment des communautés juives axées là-dessus, c'était de dire qu'en Suisse il y a des milliards, j'ai entendu le sénateur Kennedy, j'étais là, pour dire qu'il faut arracher à la Suisse ces milliards de gens qui viennent du sang des Juifs, enfin, comme si la Suisse était concernée par ça. Il y a des expressions enfin, qui dépassaient l'entendement, n'est-ce pas? Et en fait, parler de milliards, je disais au secrétaire général du Congrès juif mondial, messieurs, arrêtez de parler de milliards, vous allez justifier M. Hitler qui disait que les juifs avaient fait plein d'argent, alors c'était la majorité des juifs européens étaient des pauvres juifs, des artisans qui travaillaient, qui ont fait certaines économies, mais ceux qui avaient de l'argent en Suisse, c'était souvent des gens déjà d'un certain niveau, qui avaient des moyens, etc. Mais ne développaient pas cette information-là, ils disaient, oui, c'était très bon, etc. Mais bon, ils ont continué comme ça pendant 2 ans. C'était un traumatisme en Suisse, cette affaire-là, parce qu'on s'est trouvé complètement accusé de choses qu'on avait fait. Mais dans l'opinion, ça balançait, parce qu'il y avait de telles forces des médias qui disaient, mais c'est vrai, notre gouvernement a fait ça, on était si salauds que ça, comment est-ce possible, etc., etc. Donc il y a eu un énorme examen de conscience, on a créé une grande commission d'enquête qui a produit 30-40 volumes sur toutes sortes d'affaires, de relations avec l'Allemagne, etc. Ça nous a coûté, etc. Les banques suisses ensuite ont fait un deal à New York, et ça avait été moralement complètement partout, c'est-à-dire tous nos travaux d'historiens comptaient pour beurre, n'est-ce pas? Ça ne faisait pas le poids, parce qu'on tendait plutôt... Moi je disais, si on trouvait peut-être 30-40 millions de francs suisses ayant appartenu à des juifs, ce serait déjà beaucoup. Et ils ne sont jamais arrivés au-dessus. Il y a des enquêtes. Mais on a dû engager des milliards. Alors un deal a été fait à New York entre une grande banque suisse et le Congrès juif mondial, où on versait 1,3 milliard de dollars pour pouvoir garder la licence. Alors, une banque qui fait évidemment 40 à 50 milliards de chiffre d'affaires, évidemment, elle valait mieux, pas tous aux États-Unis, mais quand même, le handicap d'avoir la porte fermée. Donc, un chantage énorme. Alors ça, le peuple suisse n'a pas supporté, évidemment. C'était l'objet d'une grande critique qu'on soit à ce point. Alors ça, c'est un chapitre, évidemment, qui revient occasionnellement, etc. Donc, alors, l'autre plus technique de délai de consultation des documents, ça, c'est variable d'un État à État. Alors, la tendance a été, depuis les années 70-80, dans un premier temps, on a fixé le délai des 30 ans, comme les États-Unis. Alors, il y a des États rigoureux au niveau de l'exigence démocratique. Nous ne l'avons pas fait en Suisse, on trouvait ça inutile et puis peut-être dangereux pour les historiens parce qu'il faut travailler vite. C'est-à-dire, par exemple, l'Allemagne, les États-Unis ont l'obligation de publier dans un délai de 30 ans le volume correspondant à cette période. Ils ne doivent pas être en retard. Donc, il y a une pression sur les équipes éditoriales de dire qu'il faut sortir leur volume dans les délais. C'est-à-dire 30 ans de délai d'accès. Et puis d'autres, c'est 20 ans, comme les Hollandais, etc. Et puis là-dedans, il y a certains types de dossiers qui sont réservés, généreusement. Alors ça peut être, c'est les dossiers qu'on appelle personnels, c'est normal. C'est-à-dire la vie des fonctionnaires, leur vie privée, leurs salaires, leurs problèmes, leur divorce, bref, tout ce qu'il y a dans un dossier personnel. Selon les pays, c'était 50 ans. Pour la France, c'est 150 ans. Le Maroc, 150. Ouais, ça, donc c'est français. Bon, pour vous dire que là, il y a toute une latitude. Et puis il y a encore d'autres domaines réservés, comme de défense nationale, de sécurité, etc., qui peuvent être, que nous n'aimons pas parce que ça peut, on ne sait pas toujours ce que ça cache. J'ai pas bien compris votre réponse. Quand et comment on évalue l'immeuble public?
Alors ça, je vais pas parler. Le problème de l'humeur publique, si ça c'est facile, c'est-à-dire l'humeur publique est l'objet d'enjeux. Alors l'humeur publique, c'est un enjeu qui lui est posé. Alors comme dit la votation du week-end prochain, alors il y a tout un débat à l'intérieur. Alors celui qui gagne, s'il y a 30% d'intérêt, il y a des évaluations, hein, il y a des sondages réguliers chaque semaine. Que pensez-vous de ceci? On pourrait dire que pensez-vous du Maroc, que pensez-vous des Marocains en Suisse, et puis donner une opinion. Là, il y a des sondages d'opinion qui sont faits même par des journaux. Pour publier. Même par des journaux, n'est-ce pas? Mais au niveau institutionnel, c'est la votation qui décide, n'est-ce pas? Alors on ne peut pas dire que la Suisse est vraiment raciste si par exemple on a gagné, au contraire on a rejeté une initiative raciste. Si la majorité est contre, c'est-à-dire c'est honneur quand même qu'on a. L'autre, il y avait le trou de mémoire. Oui, c'est ça. Voilà, ça c'est, oui bien sûr, mais la France, oui et non, parce qu'en fait la France, pour les chercheurs je veux dire, grâce à la France qui était très active au Maroc, on a énormément de sources qu'il faut valoriser. Qu'on n'aurait pas, seulement si le Maroc était resté le Maroc, on aurait moins de sources, ça c'est sûr. N'est-ce pas? Parce qu'ils étaient obligés de tout analyser, ils envoyaient des agents un peu partout, dans les montagnes, comme font les Américains maintenant. Vous avez des petites Américaines qui se baladent dans les bleds ici, elles font des études avec une fondation, enfin bref, c'est des choses que les puissances aiment bien faire. Alors on connaît comme c'est un pays par les experts étrangers. Alors le rôle de tuteur, évidemment, ça... Je viens de ce texte que je venais de dire tout à l'heure, montrer que même au moment de l'indépendance, le sommet du Marzen à l'époque, sultan gouvernement, pensait qu'on aurait encore besoin de la France. N'est-ce pas? On manque d'experts, on manque de cadres, etc. Donc il y a ce côté-là. Alors les Français disent qu'il ne faut pas qu'on exagère, il faut convaincre nos Français de sortir de l'esprit colonialiste. Ça, c'était tout un discours qui était mené. C'est pas évident. C'était déjà un problème crucial après la Première Guerre mondiale. Parce qu'en principe, il ne devait plus y avoir de nouvelles colonisations. Et la France a obtenu la Syrie et le Liban en mandat de la Société des Nations. Et c'était extrêmement difficile d'envoyer, de faire comprendre à un agent qui avait été au Sénégal ou en Algérie ou au Maroc, quand il se retrouve à Damas ou à Beyrouth, qu'il doit se comporter différemment. Les Libanais, les Syriens, mais ces Français sont des colonisateurs, donc nous les appelions en amis. Nous voulions qu'ils viennent en amis. Et en fait, ils viennent en colonisateurs. C'était on oublie que les Français sont arrivés à Damas avec la canonnière. Alors que les Syriens souhaitaient qu'ils viennent, les aider pour créer leur État, etc. Au Maroc, c'était un peu l'idée tout autour du protectorat. Mohamed Hassan Ouazzani se battait pour l'application vraie du protectorat. Une assistance, mais on respecte la souveraineté. Bien sûr. Et puis comme il a tout de suite dit, voilà le camouflage, le petit livre qu'il a sorti sur le protectorat, qui est une vaste hypocrisie, n'est-ce pas? C'est couvert de protectorat, en fait on fait du colonialisme. Alors c'est pas ça qu'on voulait. Alors ces questions surviennent un petit peu au moment de l'indépendance, on l'a vu, c'était dans la tête des gens, mais enfin ensuite on a changé d'époque, hein. Il y a eu la mondialisation, la décolonisation, et ça a changé beaucoup de choses. Mais en réalité, la France est responsable. Oui, mais je te dis pourquoi. Elle est responsable. Mais pourquoi elle n'a pas réglé le problème de la frontière entre la colonie algérienne et le Maroc? Moi, pourquoi? Vas-y. Au niveau, si un jour tu vas en France, tu demandes à consulter les archives du Quai d'Orsay, qui sont bien tenues sur le Maroc. D'ailleurs, je me pose la question, depuis la convention de Vienne sur les archives, je crois de 82, on n'a pas encore demandé, les Algériens ont rapatrié leurs archives. Là, on n'a pas encore fait ça. Mais les archives sont tenues comme il faut. Moi, j'ai travaillé sur la période de 1999 à 1912. Pourquoi 1999 1999 et 2000, parce que c'était l'époque où la France avait décidé, pour avoir les mains libres au Maroc, de conclure un certain nombre d'accords avec les puissances coloniales de l'époque, moyennant des échanges. Je vous laisse l'Égypte, je vous laisse les Zanzibar, vous me laissez le Maroc. Je vous laisse la Libye aux Italiens, vous me laissez le Maroc. Je laisse, etc. Alors il a conclu un accord avec ceux que nous n'aurons jamais
connu parce que tous les accords secrets, si le sultan à l'époque n'avait pas donné son accord, le Maroc ne les reconnaissait pas. Et donc bien entendu que c'est la continuité de l'État marocain avec le sultan, etc. Pas comme les autres pays. C'était un protectorat au droit international. Alors, un accord conclu avec les Anglais de 1904, un accord avec l'Espagne 1904, par lequel la France a reconnu une zone d'influence au nord, au sud de l'Espagne jusqu'au Cap Juby. C'est la reconnaissance de zone d'influence, pas le protectorat. Et puis, un accord avec l'Italie en même temps. Alors, une fois que tout ça a été fait, les Allemands ont respecté. Et les Allemands, c'est là où on a été à Algésiras. Et c'est le camouflage. Quelqu'un même, moi je voulais même voir les signatures, la ratification du sultan. Mais je ne l'ai pas trouvé. Il semble que Algésiras n'a pas été ratifié par le sultan. Parce que nos signataires à Algésiras ont dit nous ne pourrons pas signer, on va retourner à Fès pour voir le sultan. Lorsqu'ils sont arrivés à Fès, il y avait la révolution karaouinaise, etc. Donc c'est le camouflage. Sur les frontières, moi j'ai trouvé un document. Actuellement, ce document, si on arrive à le sortir du Quai d'Orsay, je crois que ça peut régler ce problème du Sahara. Et ce document, j'en parle dans la pratique du droit des traités. Mais je ne pouvais pas à l'époque le publier. Parce qu'il n'y avait pas, je ne pouvais pas filmer. À l'époque, on travaillait toujours, on écrivait à la main, lorsqu'on était à Paris. Et grâce justement à quelqu'un qui surveillait ces archives, avec lequel j'ai noué des amitiés, parce que pendant 2 mois que je faisais le stage au Quai d'Orsay, un jour il m'appelle, monsieur Wedek, vous pouvez rester entre midi et 2 heures. Vous voulez voir les documents? Je lui ai dit oui. Alors il m'a montré ça. Et parmi les documents, j'ai trouvé une lettre de l'ambassadeur à l'époque de la France en Espagne, qui s'appelait Jules Cambonne, et qui écrivait à de Sylvie, qui était ministre des Affaires étrangères en France, en lui disant, conformément aux discussions que nous venons d'avoir ensemble, il est temps maintenant de profiter de 2 éléments pour régler nos problèmes sahariens. Je mets les 2 éléments. La faiblesse de l'État marocain depuis la mort du grand sultan Hassan Ier, 1894, et l'arrivée du régent Ahmed, qui avait des connivences avec toutes les puissances de l'époque, il faut le dire. Il a même fait venir au Maroc le fils du tsar. Je ne sais pas pourquoi, à l'époque. Alors, et le deuxième élément, très important, c'est que les Français avaient toujours le coton ici des Anglais. Chaque fois qu'ils voulaient faire ça, on Maroc, les Anglais. Alors, il faut profiter du fait que les Anglais, maintenant, sont occupés par les problèmes de l'indépendance et de la séparation du Transvaal et de l'Orange des pays, les pays de l'Afrique du Sud qui voulaient avoir leur autonomie. Les Anglais sont très occupés maintenant. Et avec ça, avec ces 2 éléments, nous pouvons régler nos problèmes chez nous. Nous pouvons intégrer Suez. C'est écrit comme ça. Ça. Faut pas rêver. Et le massif de et le massif de Tizi et le massif de Tizi de 3. À l'Algérie qui est française et qui doit rester française. Parce que les Français, ce qu'ils voulaient, c'est étendre l'Algérie du côté de la Tunisie et du côté du Maroc. Comme quelqu'un qui marche dans une manifestation et qui fait comme ça. La Tunisie. Ouais, mais il peut peut-être définir la limite. Écoute-moi. Pourquoi ils l'ont pas fait? C'est à cette époque-là. C'est ça ce qui m'inquiète. Pourquoi ils l'ont pas fait? Ils auraient pu faire n'importe quoi. C'est à cette époque-là. C'est à cette époque-là que tu as la carte du Maroc que tu connais. Que le grignotage a été fait. Mais je n'ai pas de carte, malheureusement. Je n'ai pas encore de carte. On voulait arriver jusqu'à l'Atlantique. On voulait arriver jusqu'à l'Atlantique. Ce document existe maintenant. Maintenant, tu me dis, est-ce qu'on va revendiquer tout ça? Et un autre problème juridique, c'est que en 1964, lorsque nous avons réglé, nous avons adhéré à l'OUA, on a reconnu l'utipocédécisme, c'est-à-dire l'intangibilité des frontières. Mais il n'y en a pas. Dans le cas du Maroc-Algérie, il n'y en a pas. Moi, je vais te dire une chose. On a reconnu l'intangibilité des frontières. qui n'existe pas. Je réponds à ta question. Oui. L'intangibilité des frontières, c'est là où il faut discuter maintenant de problème. Parce que nous n'avons pas de frontières. Exactement. Jusqu'à présent,
Nous n'avons pas de frontière. La frontière qui existait à l'époque, en 1945, à la Lamrenia, il y avait un dôle. Il y avait le dôle et la violence. D'ailleurs, il y a un collègue belge qui a écrit un article sur le dôle et la violence dans l'affaire de Lamrenia. Qu'est-ce qu'ils ont fait, les Français? Le fils du Moulay Abdelrahman, avec le général Bugeaud, à l'époque, qui discutait. Il lui a dit, on va fixer les frontières selon le Oued Isli. Le Oued Isli, Oujda, il s'arrête à quelque part. Et à partir du Oued Isli, il y a le désert, et les nomades passent d'un moment à l'autre, il est difficile de fixer une frontière. C'était diabolique. Comme ça, les Français pouvaient de temps en temps grignoter le territoire marocain. Voilà la question qu'il faut poser. Mais ils n'ont rien. Donc il n'y a pas de frontière. En 1972, écoute-moi, suis-moi. Mais ils n'ont pas fait. Ils ont fait ça. Non. Ça, c'est la frontière que tu as. En 1972, lorsque Feu Sa Majesté, Hassan II, voulait fixer la frontière avec l'Algérie, le problème était posé. Alors la discussion était la suivante. Hassan II était très intelligent. Il a dit à Boumedienne, on va fixer les frontières. Mais les gisements qui sont frontaliers, on veut les exploiter en commun. Comme si maintenant nous disons, nous, en Espagne, on va exploiter ce pays en commun. Boumedienne avait accepté un certain moment. Une semaine après, il a changé d'avis. Hassan II n'aimait pas ça. Alors dans ce cas-là, moi je ne vois. Qu'est-ce qu'ils ont fait les Algériens? Ils ont pris ce traité, ils l'ont ratifié. Leur Parlement a autorisé la ratification, vous me direz. Mais non, la ratification est interrompue. Plus tard, jusqu'à 82-83. Hassan II a essayé d'apporter un élément nouveau. Il a dit oui, je veux bien ratifier, mais je voudrais absolument soumettre ce traité au Parlement. Les Algériens ont respecté, ils ont dit dans votre constitution de 1972, il n'y a que les accords portant sur les finances de l'État qui peuvent être autorisés par le Parlement. Or là, il s'agit de frontières. Hassan a dit oui, finances de l'État, mais Garant Chouilez, qui était gisement minier, il va rapporter de l'argent à l'État. Donc, il était juriste, il a bien. Alors, dans ce cas-là, j'attends que le Parlement se réunisse. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il n'a pas réuni le Parlement de 72 jusqu'à 77. Le Parlement s'est réuni. On n'avait pas de Parlement de 72 ans. On n'avait pas de Parlement. Et c'était à cause. On ne voulait pas que le Parlement se réunisse. Donc, les Français sont responsables de tout ça. Et un jour viendra où il faut créer un collectif de retour des terres algériennes au Maroc. Non, mais il y a quand même un élément. Très important. La guerre d'Algérie, au moment de la guerre d'Algérie et la fin de l'accord d'Évian, évidemment, il y avait une demande pressante aussi du point de vue interne au Maroc pour dire qu'il faut régler le problème des frontières. Et la position de Sa Majesté à l'époque, et de toute une élite aussi, de dire on ne peut pas faire ce qu'on a avec nos frères algériens qui ne sont pas indépendants. Et c'est là. Alors, c'est ça le problème. Mais pour répondre à cette question, pour répondre aussi à cette question, dans la logique évidemment de la colonisation, pour les Français, tout ça c'est du maquignonnage. C'est-à-dire, ils voulaient prendre possession, contrôle du Maroc, mais c'était difficile à cause de l'Angleterre, qui voulait l'Espagne, pourtant contre la France, pour voir tout ce jeu de puissance. Donc c'était du grignotage, le parfait grignoteur. Et en fait, ensuite, la forme du protectorat, il n'avait pas pensé. Oui. Ça a été la formule qui était la plus souple, oui. Qui permettait en quelque sorte d'éviter le heurt avec la puissance étrangère, parce que l'Angleterre n'en voulait pas. Donc c'est un pis-aller. Sinon, le Maroc aurait été exactement trituré comme l'Algérie. C'était facile, les trois quarts du Maroc c'était les Amazighs, les Berbères, les Montagnards, qui n'étaient même pas sous contrôle du sultan. À titre permanent. Donc les Français connaissaient ça par cœur. Et donc ça aurait été une autre politique coloniale au Maroc. Et finalement, le protectorat, il a eu des avantages. C'est qu'effectivement, on l'a dessiné et les puissances étrangères étaient au fait des limites de ce protectorat. Au nord, au sud, à l'ouest, à la frontière algérienne, mais on n'avait pas tracé. Faire attention à les frontières. Nous avons encore des frontières aujourd'hui qui ne sont pas totalement déterminées. En Afrique, en Amérique latine, il y a eu des commissions qui n'arrêtent pas de travailler, en Asie, parce qu'il y a... Est-ce qu'on veut être au milieu de la montagne, au milieu du fleuve, etc. C'est des dossiers très complexes quand on passe sur le terrain. Il faut
des géomètres, qui est une mission internationale, une commission internationale. Je vous le parle parce que les Suisses ont souvent joué ce rôle, parce que nous on est neutre. Et il y a des techniciens, donc il faut envoyer une mission dans le Paraguay, dans les Andes, pour tracer des frontières, parce que Chili, au Chili, exactement, et ainsi de suite. Et aujourd'hui, ça continue, vous voyez, dans le Caucase. Il y a plein de frontières qui ne sont pas claires, qui ne sont pas encore légitimes dans le Caucase. Des vallées qui veulent être revendiquées par tel autre, etc. Donc ces histoires de frontières doivent surtout aujourd'hui être maîtrisées pour ne pas dégénérer en conflit. Alors il y avait juste encore une petite deux questions sur le rôle de la documentation et des professeurs, etc., la transparence. Alors vous avez tout à fait raison, mademoiselle, c'est qu'il faut effectivement non seulement des professeurs, mais il faut des institutions. Les universités devraient évidemment avoir à cœur d'être ce lieu d'expertise indépendant face au pouvoir concernant toutes sortes. Il y a des sociologues pour étudier les problèmes sociaux, il faut des spécialistes au-delà du droit, effectivement, sur la politique étrangère, qui connaissent les problèmes stratégiques, etc., pour être un pays vraiment capable de s'affirmer sur la scène internationale. Donc le rôle des enseignants, des professeurs, des équipes de recherche, c'est incontournable, de jouer vraiment un rôle. Je le disais quand on a eu notre réunion scientifique, le comité scientifique ici, l'année dernière, c'est-à-dire le Maroc dispose beaucoup d'expertise, de professeurs malades, de chercheurs, une grande partie sont à l'étranger malheureusement, mais la manie qu'on a, c'est de dire un groupe d'experts extérieurs va venir, qui connaissait mieux le Maroc, c'est une institution internationale, désormais on va faire de la diplomatie, parce qu'on va dire des choses, mais on n'ose pas trop dire, le Maroc on l'aime bien, donc il vaut mieux qu'il y ait des équipes disons, sur place, avec leurs compétences, la connaissance du terrain, pour dire qu'est-ce qu'on pourrait faire, qu'est-ce qu'il faut faire, qu'est-ce qu'on a fait mal, qu'est-ce qu'on a fait ceci, etc. Donc c'est ça la transparence on n'a jamais réglé ça, pas pour tout, les plus gros centres de recherche, etc., sont aussi aux États-Unis. Alors pour le bonheur ou le malheur des peuples, je dis toujours, les gens qui sont tributaires des instituts américains, vous voyez, eh bien, ils deviennent en quelque sorte des instruments de cette politique américaine. Elle peut être culturelle, stratégique, économique, financière, toutes sortes de domaines, parce que c'est une très grande puissance. Avant, il y a la Russie qui faisait ça aussi sous le temps de l'Union soviétique, et vous aviez toutes des élites qui singeaient, en quelque sorte. Comme l'Afrique francophone a singé très très longtemps la France, elle est encore en partie, mais il y a beaucoup maintenant d'émancipation de gens qui pensent par eux-mêmes, parce qu'en France même, vous avez beaucoup d'éléments qui résonnent comme ça maintenant. On n'est plus impérialiste, on faut former des élites avec lesquelles on peut dialoguer en toute égalité. Vous voyez, c'est un peu ça qui est intéressant. Enfin, vous avez beaucoup d'avenir, vous êtes tout jeune. Tout est possible. Il faut faire des travaux sur ça. Oui, c'est sûr. Il faut faire des travaux novateurs, des sujets, mais il faut connaître les langues, il faut avoir l'esprit ouvert, il faut être pluriel. Le pluralisme, c'est fondamental. Voilà. Oui. Je vous remercie pour votre exposé, qui est très riche. On a pu avoir assez d'informations. La question que je me pose, la question que je vais vous poser, c'est, étant donné qu'un État peut publier des documents diplomatiques, s'il les considère comme s'il considère que ça lui profite, et qu'un autre peut contredire cela par des documents diplomatiques aussi, peut-être aujourd'hui, peut-être pas, je me demande si on ne rentre pas finalement dans un cercle vicieux. Parce que si moi, j'ai publié des documents comme quoi c'est pour ma défense, l'autre aussi, toujours il y aura sûrement des documents qui vont ressurgir d'une part et de l'autre. Donc je me demande qui est-ce qu'on va croire, qui est-ce qu'on est censé croire dans tout ça, et quel est... Justement, c'est le fait d'être multiple qui vous fait douter vous-même de ce que vous croyez être sûr, que vous trouvez que l'autre a observé autre chose, un troisième autre chose, et que vous vous mettez en cause. Vous voyez, c'est ça l'approche qu'il faut avoir. Il ne s'agit pas de jeter un document à la figure d'un autre contre un autre, c'est-à-dire de quoi parle-t-on? Et que, si vous êtes un diplomate fermé, vous êtes un juriste, il n'y a pas le droit international est l'objet à interprétation, mais il faut qu'il y ait quand même une base de discussion entre collègues. C'est pour ça qu'il y a le phénomène de l'expertise maintenant. Vous avez des choses où les gens arrivent assez vite
il y a des positions nuancées, mais pas totalement divergentes. Sinon, alors chacun rentre chez soi, se rentre sous sa tente et puis on n'avance plus. Parce que l'idée de l'international, n'est-ce pas? Moi, je travaille sur la coopération internationale. Dans la coopération internationale, tout le monde doit gagner, mais pas au même degré. Un jour, c'est toi qui gagnes le plus, et moi, je me retire un peu parce que ce n'est pas mon enjeu principal. Et puis le lendemain, c'est le contraire. Donc c'est un jeu subtil d'équilibre entre les uns et les autres dans l'idée qu'on va dans le même chemin. Sinon, on recommence les guerres de querelles, de tribus nationales. En Europe, on a connu ça, les Allemands contre les Français, etc. On n'en veut plus, les gens n'en veulent plus de ça. Ça va être pareil en Afrique, pareil au Moyen-Orient. Ce qui se passe actuellement au Moyen-Orient, c'est désolant. On est retourné, il y a des choses d'un archaïsme, mais il faut en tenir compte, il faut l'analyser, il faut voir où ça tourne, mais pas se jeter un argument sur mon rapport, il faut vérifier ce que vous voulez vous dire aussi. Quand vous dites quelque chose et qui m'interpelle, mais au fond, qu'est-ce que vous voulez dire? Où voulez-vous en venir? Et ce que je disais tout à l'heure, le bon diplomate, le fin diplomate, il ne veut pas avoir raison d'entrée de jeu. Si vous venez avec l'idée, voilà ma thèse, je défends cette thèse, Mossara, c'est ça, terminé. On n'avance pas. On dit, mais de quoi s'agit-il? Quelle est la solution possible? Vous voyez? C'est ça les relations internationales. Sinon, on tourne en rond. Puis alors, quand vous avez des enjeux au-delà de ce qu'on appelle la politique, politicienne, les problèmes de santé, le problème de développement économique, le problème des ressources de la planète, les problèmes d'environnement, elles ne sont plus du tout du ressort national. Le ressort national n'a qu'une petite part dans ce gâteau gigantesque à gérer. Et cette conscience-là qui est extrêmement difficile à développer dans certaines mentalités encore, ça suppose, c'est ce qu'on appelle une culture. Vous parliez des professeurs, du rôle des professeurs, c'est ça. C'est ça, d'arriver à cette culture du dialogue. Ce dialogue, c'est pas de dire je parle, le dialogue, c'est vraiment comprendre l'autre. Oui. Nous, on est à Genève, on vit, il y a, je sais pas, 1000, 2000, 3000 réunions de travail chaque année. Les gens viennent avec leur position. Voilà, moi je suis ci, ça c'est ça. Alors on leur explique, enfin, si tu continues avec ça, alors tu vas aller où? Et le type, il est intelligent, il comprend. Il y en a qui ne sont pas intelligents parce qu'ils ne sont pas formés. Ils n'ont pas l'éthique qu'il faut pour étudier cette affaire, ils viennent pour représenter leur pays. Alors, ils sont coachés par des organisations non gouvernementales qui font parfois le bien, parfois mal, disons, avec une idéologie. C'est un monde qui grouille d'idées. Et quand on fait des relations internationales, il faut savoir où on met les pieds. Vous êtes sûr, à Genève, nous avons des centaines et des centaines d'ONG. Vous savez ce que c'est qu'une ONG? Donc là-dedans, vous avez une fraction importante d'ONG qui sont des instruments de certains gouvernements. Ce sont des poissons, des poissons espions, et le critère pour moi était simple. L'ONG qui a des moyens, c'est déjà suspect. Parce que Kadhafi avait beaucoup d'ONG très riches, d'autres régimes, etc. Le Maroc, malheureusement, n'a rien. Je ne vois pas. Le Maroc n'existe pas. Non, ils sont dans son système. Il n'existe pas. Non, mais à l'étranger, il n'existe pas. Il est peu présent, alors il se cache. Les Algériens, ils sont partout, ils invitent. Je suis invité sans arrêt, des conférences sur ceci, sur cela. Alors ils ont toutes sortes de gens qui pensent comme eux parce qu'ils les ont documentés, ils les ont briefés, etc. Ils ont arrosé. Oui, je ne veux pas aller dans les détails, il y a de tout. Il y a des idéalistes qui partagent leur thèse, qui jouent. Il y a énormément de choses comme ça. Ils ont la rente pétrolière et pêcheurs. Et donc c'est un métier passionnant, hein, les relations internationales, qui les pratiquent aussi, et la diplomatie aussi. Mais c'est pas facile d'avoir de bons diplomates. Oui. C'est pas facile, on n'est pas toujours formé comme il faut faire des stages. J'ai formé moi pendant 10 ans des jeunes diplomates et j'avais découvert en voyant les CV que le parfait diplomate, disons le plus pertinent, c'était celui qui avait évidemment de solides études, mais qui était pratiquement l'étudiant raté, c'est-à-dire professionnellement. Il mettait dans son CV chauffeur taxi à Bangkok, un stage dans les Andes pour aider dans un village,
un séjour au Maroc, Ça fait la lettre. la lettre, pour aider à creuser un puits, ou au Mali, ou au Burkina Faso, etc. Donc ça, c'est vraiment le diplomate de la fin du XXe siècle, potentiel, je veux dire. C'est-à-dire, il va mouiller sa chemise, il va rencontrer les peuples où il est. Ça ne va pas être un petit réseau, comme on disait, aristocratique, thé, salon, la bonne conversation, mais s'il y a un grave incident dans le pays, genre tremblement de terre, le diplomate est habitué à avoir son électricité, son frigo qui marche, etc., il va être désespéré, paniqué, etc. L'autre, il va se débrouiller. Vous voyez, donc, le boy scout, vous voyez, comme on disait, un peu le côté. Alors voilà, c'est vrai que souvent les juristes ne sont pas très portés à ça. Les juristes ont un type de projection de leur carrière, d'accord. Et très souvent, dans un ministère, il faut panacher les recrutements, parce qu'il faut le type qui va bien respecter le protocole, les engagements, pas aller s'amuser à une manif dans une ville où il va aller se fouler là comme un journaliste pour voir de près, ça existe. Et puis il y a celui qui va se terrer chez lui, qui va analyser les choses en fonction d'autres types d'informations. Il faut les deux. Il faut vraiment les deux pour que de l'information et des opinions soient. Ton étudiant en Suisse, c'est pas ça? Comment? Parce que l'ambassadeur de la Suisse au Maroc, c'était son étudiant. Moi j'en ai plusieurs. Celui qui est au Maroc, je crois qu'il était. Il est plus, oui. C'est très bien. Mais c'est très intéressant parce que nous avons eu des théologiens, des ambassadeurs, vous avez des sociologues, vous avez des ingénieurs de l'école polytechnique, des linguistes. Voilà. Il faut pas de tout dans un ministère. Je crois que.